Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans la formation en thérapie naturelle. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter un croquis du docteur Dan Constantinescu. Dan Constantinescu était un éminent médecin roumain spécialisé en neuropsychologie et c'est lui qui, dans les années 70-80, a mis au point la théorie et l'exploitation du magnétobiopulse qui permet de traiter donc les patients. Alors, c'était pour moi mon mentor et ça a été très intéressant de pouvoir avoir de longs moments de discussion avec lui. Et notamment, nous avons évoqué l'approche globale. Qu'est-ce que c'est que l'approche globale? Bien, c'est tout simplement qu'il faut considérer l'homme comme un tout. Malheureusement, très souvent, on en est, à partir de nos études, limité à une conception de l'homme comme étant fait de bras, de jambes, d'organes comme les intestins, le foie, la rate, la vésicule, et puis éventuellement le cerveau aussi qu'on va mettre d'une manière indépendante. Eh bien, pour nous, il était intéressant de comprendre que l'ensemble est supérieur à la somme des éléments qui le composent. C'est-à-dire que tous nos organes, que ce soit des membres, que ce soit des organes fonctionnels, sont importants pour que nous puissions vivre notre vie telle que nous devons la vivre. Et d'autre part, il faut considérer le corps et l'esprit comme étant indissociables. Or, dans la médecine du 18e, 19e et début du 20e siècle, on avait tendance à dissocier le corps et l'esprit. Et puis, nous avons évoqué, avec un terme un petit peu barbare, le système cybernétique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système cybernétique? Bien, je pense que pour vous comme pour moi, la première idée, c'est la cybernétique est l'étude des robots. C'est exact. C'est exact, la cybernétique, c'est cette étude-là. Et un robot, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une machine qui va permettre de remplacer éventuellement l'homme dans certaines de ses fonctions. Par exemple, dans l'industrie, pour mettre un objet A vers un point B. Et pour marcher, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un moteur, il a besoin de fils électriques qui vont alimenter le moteur, puis il a aussi besoin d'avoir un ordinateur qui va envoyer les informations dans ces fils électriques pour faire fonctionner les moteurs correctement. Bien, chez l'homme, c'est rigoureusement la même chose, mais d'une manière un peu plus sophistiquée naturellement. Nous avons, pour faire un mouvement, besoin d'avoir des muscles, ce sont nos moteurs, de nerfs, ce sont nos câbles électriques, et d'un ordinateur central, c'est notre système nerveux central ou le cerveau. Et ce cerveau, il va envoyer des informations vers les moteurs pour démarrer le mouvement, par exemple. Il va recevoir des informations des différents capteurs, tels que des barorécepteurs, des capteurs angulaires, etc. Il va les comparer avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il convient de continuer à faire ou pas, et il va renvoyer l'information. Vous avez donc un système cybernétique continu qui permet de faire les mouvements. Et puis nous avons évoqué cette notion vibratoire. Cette notion vibratoire qui nous vient notamment d'un éminent physicien et qui s'appelait Georges Lakhovsky, d'origine russe, qui a bien mis en évidence que dans la nature, toutes les choses vivantes étaient vibratoires. Et si nous prenons l'homme par exemple, eh bien nous avons des fréquences spécifiques. Par exemple, nous avons les fréquences du cœur, environ 60 pulsations par minute, la fréquence du système respiratoire, environ 16 par minute. Ces fréquences, elles peuvent être indépendantes. Elles peuvent être interdépendantes, parce que par exemple, si vous allez faire une course à pied, bien vous allez avoir une augmentation de la fréquence cardiaque associée à une augmentation de la ventilation. Le but est d'oxygéner notamment les muscles. Mais vous avez aussi une possibilité d'augmentation de la fréquence cardiaque seule, par exemple lorsque vous avez un stress tel qu'une peur. Eh bien en fait, l'altération de ces fréquences va entraîner trois choses. Un déséquilibre, une compensation, et le tout va déboucher éventuellement sur une pathologie.
Et donc ça, c'est ce qui nous intéresse à notre niveau. Je vais démarrer par le stress. Le stress, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne, et aujourd'hui, vous entendez partout les gens dire « Ah ouais, je suis stressé ». Alors, qu'est-ce que c'est que la définition du stress? Bien d'abord, c'est un syndrome général d'adaptation. Adaptation à une situation, par exemple. C'est de toute façon une contrainte qu'on va imposer à l'organisme. Je dois aller passer mon examen, il n'y a pas le choix, il faut y aller, c'est une contrainte. Mais ça peut être aussi un traumatisme. J'ai subi un stress, je me suis fait engueuler par quelqu'un. Ça peut être aussi un conflit, parce qu'on n'arrive pas à solutionner quelque chose sur le moment. Ça peut être aussi une frustration. Je n'ai pas pu faire ou avoir ceci, je suis donc dans un état de stress, frustration. Le stress, ça va nous amener à des états d'anxiété. Ça va nous amener aussi à des états de fatigue. Et je me fais fort de savoir que dans votre patientèle, vous avez forcément des gens qui vous disent « je suis tout le temps fatigué ». Bien, c'est du stress, très souvent. Des notions d'angoisse. À ne pas confondre avec l'anxiété. L'angoisse, c'est bien spécifique. Aussi, un élément qui est important, c'est la nervosité. Globalement, l'expression courante, c'est « je démarre au quart de tour ». L'irritabilité. Dès qu'on commence à parler de quelque chose, aïe, on démarre sur une irritabilité qui est très forte. Et aussi, quelque chose de très handicapant, une incapacité à prendre des décisions. Or, il existe un certain nombre de personnes qui sont amenées à prendre des décisions, et s'ils sont dans un état de fatigue, d'anxiété, et qu'ils sont en plus incapables de prendre des bonnes décisions au bon moment, ça peut être extrêmement perturbant, voire destructeur. En tout cas, ça peut apporter une grande gêne dans leur vie sociale, professionnelle ou familiale. En physiopathologie, le stress est un événement qui provoque une réaction en chaîne qui débute dans le cerveau et qui aboutit à la production de cortisol par les glandes surrénales. Le cortisol va activer alors en retour deux zones du cerveau. Le cortex cérébral pour qu'il réagisse aux stimulus stressants, la fuite, l'attaque, l'immobilisation. L'hippocampe qui va apaiser la réaction. Mais si le stress est trop fort ou si le stress est prolongé, à ce moment-là, l'hippocampe est saturé de cortisol et ne peut plus assurer la régulation. Alors le cortisol va envahir le cerveau qui installe une dépression. Les zones altérées sont surtout l'hippocampe, l'amygdale, le cortex antérieur et le cortex préfrontal. Alors, une personne qui souffre de stress, c'est souvent une personne qui est renfermée sur elle-même, qui est repliée, qui a une mimique de fatigue, de stress tout simplement. Voilà. Dans notre cerveau, nous avons 14 milliards de cellules qui communiquent les unes avec les autres. 14 milliards de cellules. Elles vont permettre l'élaboration des commandes. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont un contrôle proprioceptif. Elles reçoivent des informations, elles envoient des informations, elles comparent ces informations qu'elles envoient par rapport à celles qu'elles reçoivent, et ça se fait instantanément et très rapidement. Il y a donc un rétro-contrôle d'action au niveau du cerveau. Et notamment, c'est intéressant pour les actions musculaires, pour les actions organiques et biologiques, et pour les actions cognitives. Au niveau de l'action, nous avons deux hémisphères, le droit et le gauche.
ces deux hémisphères pulsent en même temps. C'est décrit sous le MRP, qui veut dire mouvement respiratoire primaire, notamment décrit par les ostéopathes, qui est la pulsation du cerveau correcte. Vous devez savoir que la transmission dans le cerveau prend en moyenne 320 millisecondes. Que si ce temps augmente, eh bien vous allez avoir un déficit de transmission et donc des erreurs qui vont s'installer. Alors cette transmission, elle peut diminuer en vitesse, notamment avec l'âge, mais aussi avec des pathologies et le stress. Et si vous avez un défaut de synchronisme des deux hémisphères, vous allez forcément avoir une altération du signal. Anatomiquement, le cerveau est constitué avec des lobes, le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital, le lobe temporal, vous avez le cervelet et le tronc cérébral, et bien tous doivent être en adéquation et à la bonne fréquence. Donc vous voyez qu'une lésion de stress, non seulement va entraîner un déficit de synchronisme, mais aussi en fait tout un signal d'altération des signaux. Alors parlons des ondes cérébrales. Vous avez dans le cerveau l'élaboration d'un certain nombre d'ondes. Les premières sont les ondes bêta, ensuite vous avez en descendant en fréquence les ondes alpha, puis les ondes θ, et enfin les ondes delta. Tout ça constitue un système binaire qui permet donc l'éveil ou le sommeil, l'activité ou le repos. Je dois noter pour ceux qui le demandent, parce que j'ai vu des questions dans ce domaine, que tout notre organisme peut être considéré comme un système binaire. Je dirais binaire d'information. Par exemple, vous avez la droite et la gauche, le devant, le derrière, le haut, le bas. Système binaire. Système binaire aussi, par exemple, dans vos réactions cholinergiques ou adrénergiques. Donc vous voyez que tout peut être ramené à un système binaire. Le système binaire en informatique, puisque c'est encore un terme qui est extrêmement utilisé en informatique, c'est le système 1-0. Alors, parlons maintenant donc de cette notion de relaxation et commençons par les ondes bêta qui sont les ondes supérieures à 14 pulsations par seconde. Ce sont les ondes de l'activité, de l'éveil. Elles n'ont donc aucune action en relaxation. Par contre, maintenant, nous allons attaquer les ondes alpha qui sont comprises entre 8 et 14 pulsations par seconde. Ces ondes alpha, ce sont les ondes du pré-sommeil, les ondes qui nous permettent donc d'arriver à un état de relaxation. C'est une fréquence naturelle de base. C'est la fréquence naturelle de base de la cellule en général. Fréquence naturelle de base qu'on retrouve aussi dans le champ magnétique terrestre par exemple. C'est à cette fréquence que nos cellules sont capables de se régénérer en faisant de l'adénosine triphosphorique ou ATP qui leur permettra en fait d'avoir une activité. Le temps moyen d'application dans nos traitements est d'environ de 10 à 20 minutes. Cette application, elle se fait en mettant un émetteur sur le vertex et un sur la nuque. En fait, c'est plutôt au niveau occipital. Et ça découle des travaux qui ont été réalisés par le professeur Bellossi à l'université de Rennes 2 avec le magnétobiopulse. Et nous avions fait des tests très intéressants sur les ondes à 12 pulsations par seconde et en montrant qu'au bout de 10 minutes, même si le sujet était gardé en phase d'éveil, eh bien nous avions un renforcement et une meilleure modulation de ces ondes alpha. Ensuite, en descendant, nous avons les ondes θ, qui sont comprises entre 4 et 8 pulsations par seconde. Les ondes θ, elles sont observées principalement chez les jeunes sujets. Elles caractérisent également certains états de somnolence, d'hypnose, et elles sont indispensables à la mémorisation.
En descendant encore, nous arrivons aux ondes delta. Les ondes delta sont comprises entre 0,1 et 4 pulsations par seconde en moyenne. Ce sont les ondes du sommeil profond. Elles sont indispensables à l'équilibre psychique. Une personne qui souffrirait d'un déficit d'ondes delta ne pourrait pas avoir un équilibre psychique normal. Donc évidemment, vous imaginez qu'on va le trouver dans certaines pathologies, notamment psychiatriques. Et elle favorise la production de l'hormone de croissance chez l'enfant. Donc vous voyez déjà l'intérêt chez l'enfant de faire une mise en onde delta, puisque ça va lui permettre d'avoir une croissance normale. Il est intéressant aussi de faire des ondes θ, puisque ça va lui permettre de pouvoir bien mémoriser. Alors, si vous le permettez, nous allons maintenant aborder la relaxation alpha, ou autrement appelée relaxation psychotonique. C'est donc une mise en mode alpha rapide et induite, comme je vous l'ai expliqué, avec l'émetteur vertex, l'émetteur occipital, et donc on va l'envoyer pendant une dizaine ou quinzaine de minutes. C'est une relaxation qui va libérer le stress. C'est une diminution du tonus musculaire. Alors, c'est la raison pour laquelle on l'a appelé psychotonique. Et le tonus musculaire, vous connaissez cette fonction-là. Vous avez deux grandes catégories de muscles. Vous avez les petits muscles toniques posturaux, qui sont des muscles monoarticulaires, eux qui tiennent le squelette classiquement. Et puis vous avez les grands muscles polyarticulaires, qui sont plutôt des muscles phasiques, qui permettent le mouvement. Eh bien, si par des techniques de massage, etc. ou autres, on est capable d'avoir une action mécanique sur les grands muscles phasiques, sur les petits muscles toniques posturaux, c'est beaucoup plus difficile. Eh bien, grâce à la relaxation alpha ou psychotonique, vous allez pouvoir, de même manière, libérer les tensions de ces muscles-là. Et vous allez arriver à un état de quiétude et à un état de bien-être. La deuxième relaxation que j'utilise beaucoup, c'est la relaxation hypnotique. Alors, ne soyez pas effarouchés par le terme d'hypnotique, il ne s'agit pas de faire de l'hypnose, il s'agit simplement d'accéder à une descente douce en ondes alpha, en ondes θ et en ondes delta. Ça va être extrêmement libérateur du stress. Et ça va notamment libérer les angoisses. Et c'est une technique, cette relaxation hypnotique, qui sera très utile sur les syndromes bipolaires. Ça leur permet de se restructurer et de se retrouver. Alors, la méthode d'application avec la magnéomégathérapie, c'est en général de faire 1 à 2 fois par semaine une relaxation. Le sujet est confortablement installé sur une table, avec un petit coussin sous la tête, un petit coussin sous le genou si nécessaire, dans une salle calme, avec des couleurs chaudes de préférence, dans une ambiance calme, c'est-à-dire que je vais me permettre de vous préconiser de faire attention aux téléphones portables. Personnellement, je fais éteindre les téléphones portables ou les mettre en mode silence et je les laisse évidemment dans les vêtements. Et systématiquement, moi je pose une couverture parce que quand on est en relaxation, il y a toujours une petite hypothermie. Donc c'est quand même mieux de laisser les gens dans une situation confortable, bien au chaud, sous une petite couverture. L'intérêt du traitement, c'est la détente globale du patient, vous l'avez bien compris. C'est aussi le reset général de l'organisme. Alors qu'est-ce que j'appelle reset général de l'organisme? Eh bien c'est qu'en fait on va tout remettre les compteurs à zéro. Comme on envoie une fréquence de base globale, eh bien l'ensemble va se rééquilibrer par rapport à cette fréquence de base. Tout simplement. C'est la normalisation de l'ensemble des activités. C'est la rapidité du temps de réponse au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'on va tendre à revenir vers une grande rapidité de réponse qui est aux alentours de 320 millisecondes pour avoir une meilleure cohésion au niveau du système nerveux central. C'est naturellement la diminution du tonus musculaire statique postural, notamment,
Et c'est aussi l'augmentation des voies proprioceptives, c'est-à-dire que cette fréquence-là, de 12 pulsations par seconde, va augmenter la capacité des propriocepteurs. Alors je vous ai mis une petite image pour vous montrer, par exemple avec cette patiente, comment est-ce que je fais. Je mets un émetteur en haut du crâne, sur le vertex, je mets un émetteur sous la tête au niveau de l'occiput, et je laisse donc pendant 10 à 20 minutes la patiente se relaxer. La magnétomégathérapie, elle va nous permettre de rétablir les fréquences, rétablir les interrelations. Nous sommes donc dans une médecine quantique puisqu'on envoie des signaux informationnels. On utilise un signal naturel biopulsé. Et donc on envoie des informations qui sont codées, mais des informations qui intéressent les cellules et les organes. Maintenant, j'aimerais évoquer avec vous la pathologie qui pose nombre de problèmes pour un certain nombre de thérapeutes. Je veux parler de la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une pathologie qui est relativement récente au niveau de la description des symptômes et autres. Donc on va regarder les symptômes globaux de la fibromyalgie. Alors, ce sont en général des douleurs dans les muscles et les tendons. Mais c'est aussi très souvent une fatigue générale. La fibromyalgie, c'est systématiquement lié avec des troubles du sommeil, des céphalées, des dysménorrhées ou voire des aménorrhées chez la femme, et éventuellement aussi des acouphènes. C'est une pathologie qui touche plus la femme que l'homme, et la médecine a mis en place un certain nombre de symptômes qui sont faciles à détecter. Ce sont des points douloureux. Je vous ai repris sur cette photo-là les points, alors de dos par exemple, à gauche, vous avez les points occipitaux, les points du trapèze, les points du sus-épineux, les fessiers, le grand trochanter. Et de face, vous avez donc le cervical bas, la seconde côte, les points épicondyliens et le genou. Donc, vous voyez que par rapport à ces points-là, vous en avez sur les membres et sur le tronc. Donc, c'est vraiment une diffusion globale des points douloureux. Cette recherche, elle est relativement facile à faire. Il n'y a même pas besoin des fois d'appuyer très fort, puisqu'il y a même des gens qui, rien qu'à l'effleurement, commencent déjà à avoir mal. Maintenant, on va parler des causes. Les causes de la fibromyalgie, parce que connaître les symptômes, c'est bien, connaître les causes, c'est mieux. Eh bien, très souvent, au départ, vous avez un traumatisme physique. Par exemple, une personne qui a eu un gros accident. Mais vous pouvez aussi avoir un traumatisme psychique. Par exemple, la perte d'êtres chers, d'un ou des êtres chers. Mais ça peut être aussi un traumatisme qui peut être physique et psychique. Ça arrive très souvent. Par exemple, lorsque vous avez un accident de la circulation, eh bien, non seulement vous avez eu un traumatisme, mais en même temps, psychiquement, vous avez été fortement commotionné, et ça peut vous induire justement, à plus ou moins long terme, une fibromyalgie. Sachez toujours que l'élaboration, elle est lente, c'est-à-dire qu'entre le moment du traumatisme et la venue du patient dans votre cabinet, il peut se passer un temps qui est des fois très long. Et je viens de vous dire qu'il pouvait y avoir un problème commotionnel. C'est la raison pour laquelle moi j'ai repris le terme de syndrome post-commotionnel qu'on voit effectivement toujours très longtemps après et qui est l'ensemble en fait de ces causes-là. Et j'aimerais évoquer avec vous quelque chose d'assez intéressant, c'est la fameuse théorie des dominos. En fait, l'image, elle est simple. Quand vous avez un montage de plusieurs dominos les uns derrière les autres, lorsque vous faites tomber le premier sur le deuxième tombe sur le troisième sur le quatrième, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand vous avez une petite lésion à un endroit donné, elle va induire une deuxième lésion, qui va induire une troisième, qui va induire une quatrième. Ce qui fait que vous, quand vous allez être au bout de la chaîne,
vous avez l'impression que vous avez un symptôme du domino numéro X, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est de la faute du domino numéro 1. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout que l'organisme est quand même bien organisé. Entre-temps, il aura pu mettre des barrières. C'est-à-dire qu'il va arrêter de faire la transmission de la chute des dominos en mettant une barrière. Une compensation, si vous préférez. Alors, les conséquences de la fibromyalgie sont les suivantes. Vous avez d'abord un sujet qui est en hyper-stress. C'est-à-dire que non seulement il est stressé, mais en plus sa situation étant stressante, il a une tendance à l'auto-entretien, voire à l'auto-augmentation. Il a toujours l'impression de ne pas s'en sortir ou de ne pas pouvoir s'en sortir. Il a forcément une vie familiale et sociale perturbée. Il a des perturbations organiques extrêmement gênantes, par exemple dans le transit intestinal, par exemple dans les règles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les dysménorrhées. Et aussi, c'est un sujet qui s'est trouvé en échec thérapeutique. C'est un sujet qui a consulté beaucoup de personnes. À chaque fois, on a fait des examens radiologiques, des examens neurologiques, des examens biologiques, et on n'a rien trouvé de véritablement spécifique. Et pourtant, ce patient-là, il a une vraie pathologie. Et donc, il a une tendance souvent à l'automédicamentation. Et puis maintenant, il faut reconnaître aussi qu'avec Internet, les gens ont tendance à aller pianoter sur leur ordinateur et à se trouver toutes les pathologies du monde. C'est la raison pour laquelle nous autres thérapeutes, nous devons faire la part des choses en leur proposant un bilan bien organisé de manière à pouvoir trouver les causes de leur pathologie et bien sûr de les traiter. Et donc c'est donc, vous l'avez compris, une pathologie auto-entretenue. Alors au niveau du traitement Magnoméga, la fibromyalgie, c'est en général un traitement qu'on va prévoir sur une période longue. Et pourquoi une période longue? Tout simplement parce que ces gens ayant un déficit psychique important, il va falloir les aider un petit peu, entre parenthèses, c'est-à-dire les garder dans un temps un petit peu long. Le traitement de base, c'est la relaxation alpha. Cette relaxation alpha, on va la faire un petit peu longue, entre 15 et 20 minutes régulièrement. Et dès que possible, on va essayer de les passer en mode de relaxation hypnotique qui leur permettra de mieux se reconstruire. Ça va les aider sur un plan psychique et sur un plan tonique aussi. Et puis, en même temps, à ces gens, on va les aider en faisant une prise de conscience douce de leur corps. Et pour ça, on va utiliser la technique du schéma corporel, qui est une technique de restructuration par des mouvements simples. Chez eux, on va faire des mouvements lents, conduits, en deçà de la douleur s'il y en a une, et ça va leur permettre de retrouver un corps dans lequel ils n'ont plus l'impression d'être bienvenus. Voilà quelques exemples du schéma corporel. En haut à gauche, donc vous avez ici par exemple un mouvement global de rotation du tronc et de la tête sur la gauche. Et là j'ai placé un émetteur par exemple en C7 et l'autre émetteur en position latérale de la nuque. Ici par exemple sur cette jeune femme, les deux émetteurs étant sur les grands trochantères. Et je vais lui demander en passif au départ de faire des mouvements de flexion-extension, puis contre-résistance, de manière à recréer la synergie du mouvement. Alors je m'arrête 2 secondes sur cette image parce que très souvent dans la fibromyalgie et dans d'autres pathologies naturellement, lorsqu'on fait faire le mouvement contre-résistance, légère même, on s'aperçoit que le mouvement est saccadé. Alors ça traduit quoi? Ça traduit une difficulté d'intégration du mouvement entre le cerveau et le membre inférieur. Et on s'aperçoit qu'au bout de 3 ou 4 mouvements, le mouvement devient plus ample et plus souple. À ce moment-là, c'est bon. Ça veut dire qu'au niveau du système nerveux central, le patient a pu corticaliser son schéma corporel du membre inférieur. Enfin, la dernière image, c'est par exemple ici sur la rotation de la tête. Alors, vous voyez que j'ai toujours mon émetteur au niveau C7 en postérieur et sur le sternocléido-mastoïdien du côté droit de la nuque. Et vous noterez que sur ce patient, je lui demande une rotation de la tête et vous voyez que ses yeux
tournent dans le même sens de gauche. C'est très important parce que vous avez une relation privilégiée entre les muscles de l'œil et les muscles nucaux. En général, quand vous regardez à gauche, on tourne la tête à gauche. Eh bien, c'est important de rétablir cette synergie. Parlons maintenant, si vous le permettez, du Parkinson. Le Parkinson, c'est une pathologie qui est assez courante aussi, et donc avec des symptômes qui sont assez faciles à mettre en évidence. Vous avez très souvent des patients qui ont une marche difficile ou saccadée, des petits pas penchés en avant, etc. Vous avez très souvent une élocution qui est lente et ou laborieuse. Vous avez des tremblements. Vous avez très souvent une akinésie ou une bradykinésie, c'est-à-dire des mouvements difficiles ou même impossibles à faire. Et un des premiers symptômes, vous le verrez, c'est que quand ces gens commencent à écrire, ils écrivent en pattes de mouche. C'est un symptôme qui est bien évident. Donc si vous avez un patient que vous avez encore du mal à voir si c'est un vrai parkinsonien, faites-lui écrire quelques mots, vous allez voir, c'est assez révélateur. Et puis, ce sont des gens qui ont une forte instabilité posturale. Les causes. Les causes d'une Parkinson, elles sont d'abord mal connues. Disons-le franchement. Il y en a deux principales. Il y a la prédisposition génétique, qui semble être quand même importante. Et puis, bien sûr, vous avez les facteurs environnementaux, notamment les empoisonnements aux pesticides, etc. On en retrouve pas mal dans nos campagnes, malheureusement, parce que les gens n'ont pas fait très attention à s'équiper pour se protéger des pesticides. Mais il y a d'autres facteurs, certainement. Et donc, le Parkinson, si maintenant je vais vous proposer un traitement Magnéoméga, je vais quand même démarrer en vous disant qu'on a surtout une action sur le confort. Il serait vraiment présomptueux de ma part de vous dire qu'on a des résultats sur le Parkinson au niveau de la guérison. Je m'en garderai bien. En fait, vous avez essentiellement une action de confort, c'est-à-dire que vous allez aider votre patient, par exemple, à récupérer plus facilement sa marche, son élocution, etc. Donc on va commencer par faire ce que l'on appelle une relaxation d'inversion, parce que chez ces gens-là, eh bien, c'est une relaxation très spécifique qu'il faut faire. Et pour ceux qui connaissent déjà la magnéomégathérapie, si je vous parle de la fréquence 480, cela va évoquer beaucoup de choses pour vous. Eh bien, cette relaxation, on va la faire sur une durée d'environ 10 minutes. Et puis, on va reprendre un schéma corporel construit, tranquille, doux. On va aussi faire un traitement organique foie-intestin, puisque vous avez vu qu'il y avait certainement une grosse implication au niveau des facteurs environnementaux et que forcément s'il y a eu un empoisonnement à un moment donné, eh bien le système foie-intestin va intervenir et personnellement je fais régulièrement sur mes patients ce type de travail. Et puis un travail proprioceptif pour leur permettre de récupérer la synergie de leurs mouvements. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un travail proprioceptif sous la forme d'une photo. Proprioception sous Magnéoméga, par exemple, j'ai ce monsieur, je tiens mon émetteur sur le sommet de son crâne et je lui fais reproduire le schéma de la marche. Et en quelques mouvements, vous aurez le plaisir de vous rendre compte que cette personne développe un système synergétique de la marche qui est de bonne qualité. Et l'intérêt, c'est que ça se garde, parce que souvent la question est la suivante, on me dit mais d'accord, sur le moment ça fait du bien, on arrive, mais est-ce que ça va durer? Évidemment ça va durer, mais ça va durer un certain temps, puisque je n'ai pas la prétention de le guérir. Ça veut dire que nous serons obligés de revoir ce patient régulièrement, de manière à entretenir cette amélioration qui peut être extrêmement intéressante. Alors Magnéoméga, c'est vraiment une solution globale et naturelle qui vous permettra, chaque fois que vous avez un blocage dans des thérapies, on va dire entre parenthèses classiques, que vous utilisez, eh bien vont vous permettre d'accéder à quelque chose de plus.
plus rapidement et souvent de meilleure qualité. Et je dirais que pour ceux qui ont des techniques manuelles, la seule approche déjà de la relaxation va leur permettre de pouvoir avoir accès à quelque chose de préparé, c'est-à-dire que leur action, elle va être de meilleure qualité et elle sera encore plus facile à tenir. Alors évidemment, je vous ai proposé de vous offrir quelque chose pour avoir eu la gentillesse de suivre l'ensemble de ces vidéos. Et pour vous, je vous ai fait une offre spéciale qui va être une journée de formation théorique et pratique. Au cours de cette journée, vous allez avoir plusieurs points. Vous allez avoir la théorie de la magnétomégathérapie, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, comment ça a été fait. Puis vous allez avoir aussi donc les tests posturaux qui sont indispensables pour faire un bon bilan, ainsi que les tests viscéraux. Puis vous allez avoir les tests morphologiques et ensuite une pratique générale de la magnétomégathérapie. Puis pour terminer la journée, on fait en général une pratique spécifique sur des pathologies que vous avez bien l'intention de me donner. Par exemple, la PSH, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Eh bien, pour vous aujourd'hui, on a décidé, au lieu de vous faire payer les 200 € de la formation, de vous la laisser à 75 €, le repas étant inclus. Et je ne l'ai pas noté sur cette image, mais si vous voulez venir accompagner, nous aurons le plaisir d'inviter votre accompagnant ou accompagnante. Voilà, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette formation rapide et je vous souhaite une bonne soirée. Pour répondre à de nombreuses questions qui me sont posées, je vais simplement vous montrer deux petites choses supplémentaires. D'abord, je vais vous évoquer la bibliographie avec laquelle je travaille, en mettant en priorité le livre du docteur Dan Constantinescu qui s'appelle La magnétothérapie. Je vous propose, si vous le souhaitez, de feuilleter le livre du docteur Eriv Braverman qui s'appelle Un cerveau à 100%, qui donne de bonnes explications aussi sur le fonctionnement du cerveau. Un livre que j'apprécie beaucoup parce que c'est une personne avec qui j'ai travaillé et qui m'a été de grand secours aussi, qui est Michel Closade, qui est chirurgien dentiste, et son livre s'appelle l'orthoposturodontie. Et puis un ouvrage de référence qui est de Pierre-Marie Gaget, qui est un grand spécialiste de la statique posturale en France, la posturologie du généraliste. En quelques petites pages, il vous explique les tests et comment on doit regarder un patient. Vous avez un autre ouvrage qui fait vraiment référence, et parce que le professeur Yves Rocard, qui était membre de l'Institut français, a travaillé avec le docteur Constantinescu, et le professeur Rocard a décidé de vulgariser les données physiques sous le terme de les sourciers que vous trouverez dans la collection Que sais-je. Et vous avez un ouvrage tout à fait remarquable qui est en anglais, malheureusement pour ceux qui ne le parlent pas, qui est de James Haussmann, qui s'appelle Énergie Médecine. Et là, ça va vous réexpliquer ce qu'est la vibration cellulaire et ce qu'est la médecine énergétique et quantique. Et puis je vous conseille d'aller sur Wikipédia, par exemple, vous renseigner sur ce qu'est la résonance de Schumann. Vous verrez, c'est extrêmement instructif. Voilà, ça, les quelques données techniques qui me restent à vous expliquer, c'est l'utilisation des fréquences. Donc, la résonance de base du champ magnétique terrestre à 7,83 Hz, c'est la fameuse résonance de Schumann qui date des années 50. Vous avez un rappel que 1 Hz c'est égal à une pulsation par seconde, puisque j'ai évoqué pulsation par seconde. Le Hertz en général est utilisé dans le monde technique avec l'électricité, la pulsation par seconde plutôt dans le monde médical. Le champ magnétique terrestre aussi qui est à 0,4 Gauss. Et vous avez des signaux horizontaux et verticaux. Et le magnétoméga est une reproduction la plus fidèle possible du champ magnétique terrestre. Et je parle bien de champ magnétique terrestre et non pas de champ électromagnétique.
Et donc, avec Magnoméga, nous avons une notion qui est importante, qui est celle de signal universel informationnel. Voilà, pour terminer, je vous montre cette image de la relation entre les ondes alpha et la résonance de Schumann, parce que vous allez vous apercevoir qu'il y a exactement une fréquence similaire. Il me reste à vous remercier beaucoup et à une prochaine formation, je le souhaite. Au revoir, merci pour votre attention.